Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Al-Huda, auditeurs et auditrices de la radio Al-Huda, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous pour votre constante fidélité à nos différents programmes. Aujourd'hui, nous parlons du paludisme dans cette émission spécialement organisée par le ministère de la Santé, et la télévision et la radio Al-Huda pour vous parler du paludisme, puisque nous sommes à la porte de la saison pluvieuse, et pendant la saison pluvieuse on parle beaucoup du paludisme. Le paludisme sévit en tout cas sur les territoires, ou je dirais peut-être dans la région. Alors, mais docteur qui est notre invité aujourd'hui va nous en dire davantage. Nous recevons docteur Ousseini Ouedraogo, qui est chef du département prise en charge et prévention au secrétariat permanent de l'élimination du paludisme. Docteur, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup. D'accord. Alors, avant de rentrer même dans le vif du sujet, on vous permet quand même de dire un bonjour à ceux qui nous suivent et nous écoutent. Ok, merci bien. Nous allons tout d'abord dire merci à la télévision Al-Huda pour l'opportunité qu'elle nous offre de venir parler donc du paludisme à la population. D'accord. Et nous voudrons en tout cas également dire merci pour cette opportunité et saluer vraiment tous les auditeurs et ceux-là qui suivent cette radio. D'accord. Alors, merci docteur. Comme je le disais à l'introduction, nous parlons aujourd'hui du paludisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux actuel du paludisme au Burkina Faso? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que le paludisme constitue toujours un gros problème de santé pour nous au niveau du Burkina Faso. Et c'est la première cause de consultation. C'est-à-dire, quand les gens partent dans les formations sanitaires, c'est la première raison pour laquelle ils partent consulter. C'est également la première raison d'hospitalisation de nos patients dans les hôpitaux. Et malheureusement, c'est également la première cause de décès dans nos formations sanitaires. Il faut dire que ces dernières années, on a quand même connu une diminution globalement du nombre de cas, mais le fardeau reste toujours élevé. Parce qu'entre 2021, on était à près de 12 millions de cas au niveau du Burkina. Et en 2023, nous tournons toujours autour de 10 millions. Donc, le décrochage n'est pas trop important. Donc, il va falloir reboucher et travailler davantage pour qu'on puisse diminuer vraiment considérablement les cas du paludisme dans notre pays. D'accord. Alors, quel est le taux de prévalence actuel dans notre pays? Alors, la prévalence globalement a baissé entre 2014 à 2021 parce que nous disposons surtout des données de 2021 et la prévalence globalement tourne autour de 14%. Voilà, c'est-à-dire sur 100 personnes, on a quand même 14 personnes, la prévalence tourne autour de 14. D'accord. Mais si, par exemple, on veut comparer à d'autres pays, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, il faut dire que par rapport à d'autres pays, le Burkina quand même enregistre toujours des cas assez importants de paludisme. Et quand on prend à l'échelle mondiale, nous faisons partie des 11 pays les plus touchés donc, par la maladie. Voilà. Et en termes de classement, le Burkina se classe quand même parmi les pays qui ont beaucoup de cas de paludisme et dont le fardeau, la charge donc de la maladie est assez élevée. Alors, docteur, comment donc cette prévalence varie-t-elle selon les groupes d'âge et les zones géographiques? Alors, il faut noter que la prévalence, disons le fardeau de cette maladie est plus important, surtout au niveau des franges des enfants. Les enfants de moins de 5 ans surtout, mais également les femmes enceintes qui sont les plus touchées, les plus vulnérables par rapport à cette maladie dans notre pays. Les femmes enceintes et puis les enfants de moins de 5 ans. De 5 ans, qui sont les couches les plus vulnérables. C'est ça. Voilà, au paludisme. Bon, c'est comme vous le répétez souvent. Hein. Oui. Maintenant, à notre niveau, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être la sensibilisation souvent il faut intensifier? Est-ce que vous pensez que les gens arrivent à comprendre ce que vous voulez dire quand vous parlez de ces couches-là?
Oui, effectivement, par rapport à la sensibilisation, il faut intensifier cette sensibilisation-là pour que la population puisse cerner que les enfants de moins de 5 ans, du fait qu'ils sont toujours jeunes, leur état immunitaire n'est pas encore très bien développé et ce sont des sujets qui ne peuvent pas s'auto-protéger contre le paludisme du fait de leur âge. Donc, ça fait que ces enfants sont plus vulnérables donc, à la maladie. Et quand on prend les femmes enceintes, c'est également du fait de la grossesse, les défenses de l'organisme baissent et ça favorise en tout cas la survenue de cas graves chez ces personnes-là. Donc pour ça, il faut vraiment qu'on sensibilise davantage la population pour leur dire qu'en réalité, dans nos formations sanitaires, ce sont ces cibles-là qui sont les plus touchées, qui sont... Et quand on prend par exemple les enfants, ce sont eux qui meurent le plus de paludisme dans nos formations sanitaires. C'est vrai que les adultes classiques ont le paludisme, mais font moins de cas de paludisme grave et meurent moins de paludisme que les enfants de moins de 5 ans. D'accord. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la hausse ou la baisse de la prévalence du paludisme? Alors, il faut noter que dans notre contexte, il y a plusieurs facteurs. Il y a ce qu'on appelle les facteurs climatiques. Nous sommes situés dans une zone où les développements donc, des vecteurs du paludisme est assez... les conditions sont favorables pour le développement de ces vecteurs. On a la saison des pluies avec l'humidité. On a des flaques d'eau un peu partout, donc autour et dans nos concessions. Ça, c'est des facteurs qui peuvent influencer. On a également les facteurs liés aux conditions d'urbanisation. Donc, dans les villes, on a les caniveaux qui sont plus ou moins bouchés avec des retenues d'eau un peu partout. Donc, ça également, c'est des facteurs qui peuvent entraîner la prolifération des moustiques et permettre donc le développement donc, de cette maladie. Nous avons également l'éducation. Nous savons que le niveau d'éducation n'est pas encore optimal pour permettre à ce que la population puisse avoir les rudiments nécessaires pour comprendre et se protéger donc, contre le paludisme. Alors, au-delà de ça, nous avons également même la disponibilité, les conditions, j'allais dire, sécuritaires qui font que certaines personnes n'ont pas facilement accès aux formations sanitaires et consulter donc pour une prise en charge donc, contre le paludisme. D'accord. Vous avez cité ici les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans comme les principales couches vulnérables face au paludisme. Et quand on parle par exemple les personnes âgées. Oui, les personnes âgées également sont vulnérables, liées également à la faiblesse de leur état immunitaire. C'est des personnes généralement d'un certain âge, le système immunitaire également un peu fatigué. Et ces personnes également ont d'autres pathologies souvent sous-jacentes qui peuvent, une fois que le paludisme survient, peuvent avoir facilement des cas de paludisme grave liés au fait qu'il y a des maladies que ces personnes-là portent. D'accord. Docteur, je veux qu'on revienne un peu sur quelques détails sur, par exemple, les symptômes même du paludisme. Parce que, à quel moment on doit, en tout cas, se rendre au centre de santé, parce que c'est ce que vous allez nous dire. Il faut se rendre au centre de santé. Peut-être on va parler un peu de l'automédication aussi. C'est ça. Non, le paludisme, la première symptomatologie, le premier signe, c'est la fièvre. Voilà. Et dès qu'on a la fièvre, nous conseillons déjà à cette étape de consulter le plus rapidement une formation sanitaire, la formation sanitaire la plus proche. Voilà. Et il y a d'autres signes comme les maux de tête, la fatigue, la courbature, les vomissements, ainsi de suite. Mais dès l'étape de la fièvre, nous conseillons vraiment à ce qu'on consulte dans une formation sanitaire la plus proche pour que les agences de santé puissent vraiment faire le diagnostic. D'accord. Et certaines personnes se permettent aussi de dire, bon, comme j'ai des maux de tête, je sais que c'est le paludisme, je vais prendre tel ou tel comprimé. Alors, quel commentaire en fait?
Alors ça, c'est des comportements à proscrire, à éviter au maximum. Parce que vous savez que, premièrement, si c'est le paludisme, un palu maltraité, il y a plusieurs conséquences. Ça peut s'aggraver. Deuxièmement, ça peut, si le médicament est mal pris, on peut assister à la survenue des résistances, donc avec les médicaments qu'on a. Alors que déjà, on n'a pas assez de médicaments pour la lutte contre le paludisme. Si on prend ce qu'on a et qu'on utilise mal, il y a de fortes chances qu'on court pour chercher des médicaments qui peuvent être plus chers pour pouvoir traiter le paludisme. Donc, l'automédication vraiment est à proscrire. Donc, pour éviter vraiment les effets néfastes donc, liés à cette pratique-là. D'accord. Alors, docteur, quelles sont les stratégies spécifiques mises en place pour protéger les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans? Alors, étant donné que c'est les cibles les plus vulnérables, quand on prend donc la cible des enfants, nous avons plusieurs stratégies de prévention de la maladie. Et l'une des préventions, c'est les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier. Ce sont des campagnes que nous organisons chaque année pendant la saison de pluie et ça concerne les enfants de 3 mois à 59 mois à qui nous donnons des médicaments de paludisme pour les protéger pendant toute la saison. Lorsque l'enfant prend correctement son médicament, il est protégé pendant 1 mois et le mois qui suit, on reprend jusqu'à 4 à 5 passages dans certains endroits. Donc, ça fait que pendant toute la saison de la pluie, donc l'enfant est totalement protégé donc, contre le paludisme. Au-delà de ça, nous avons les moustiquaires imprégnés que nous donnons aux enfants. Et là, on a 2 stratégies. Soit c'est pendant la campagne de distribution de masques qui est fait chaque 3 ans, ou bien c'est en routine. C'est-à-dire tous les enfants qui ont moins de 1 an, lorsqu'ils sont dans les formations sanitaires, ils ont droit à une moustiquaire imprégnée donc pour se protéger contre les moustiques. Voilà. Au-delà de ça, bien sûr, les autres moyens que nous utilisons pour les adultes, c'est-à-dire l'assainissement du cadre de vie, le porter des habits longs, utiliser des insecticides en milieu, en concession. Tout ça, c'est des aspects qui sont utilisés chez l'enfant de moins de 5 ans. Par contre, pour la femme enceinte, nous avons ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent. Donc, ce sont des médicaments qu'on donne à la femme enceinte pendant la grossesse. Donc, lorsque on a la preuve que les mouvements actifs du fœtus sont apparus, on donne chaque mois à la femme enceinte jusqu'à son accouchement. Et ça protège la femme enceinte contre le paludisme, mais également ça protège l'enfant contre le paludisme. Et également, nous avons les moustiquaires imprégnés que nous donnons à toute femme enceinte qui se présente dans la formation sanitaire. Et elle a le devoir, en tout cas, de dormir sous cette moustiquaire imprégnée durant toute la grossesse pour se protéger, mais également protéger son enfant. D'accord. Alors, docteur, pourquoi la saison des pluies est-elle particulièrement plus critique pour la propagation du paludisme? Alors, la saison de pluie offre des conditions favorables pour le développement des vecteurs. Parce que pour qu'il y ait paludisme, il faut qu'il y ait le vecteur, il faut qu'il y ait le parasite et bien sûr l'homme. Alors, pendant la saison de pluie, on a les conditions qui sont réunies. Les moustiques se développent dans des conditions de température et d'humidité qui sont réunies pendant la saison de pluie. Et nous avons en plus de ça la prolifération des flaques d'eau. Les flaques d'eau qui sont soit dans nos concessions, soit aux alentours de nos concessions où les moustiques se développent. Nous voyons par moment des larves de moustiques qui sont dans les eaux qui sont aux alentours de nos concessions ou bien qui sont dans nos concessions. Oui. Donc, ce sont des moustiques qui vont se développer plus tard et qui vont par la suite être des facteurs pour le développement du paludisme dans les concessions. Donc, il faut travailler vraiment pendant la saison, si on veut éviter donc le paludisme, à détruire les nids de moustiques qui sont dans nos concessions, qui sont hors de nos concessions, et à détruire, j'allais dire, les moustiques adultes qui sont dans les concessions, en utilisant bien sûr les insecticides, les serpentins, et tout ce qu'on a comme moyen pour empêcher le développement donc de ces moustiques dans nos concessions.
c'est l'un des éléments qu'on peut avoir vraiment pour éviter donc le développement donc du paludisme en saison des pluies. Et bien sûr, il faut que on fasse de la prévention pour les enfants, on fasse de la prévention pour les femmes enceintes, que les malades se présentent le plus rapidement dans les formations sanitaires pour qu'on les traite, parce que s'il y a un malade, tout autour, il peut entraîner d'autres malades. Mais si le malade est traité le plus rapidement possible, on rompt la chaîne donc de transmission de la maladie. Alors, docteur, vous avez parlé de la distribution des moustiquaires d'insecticides à longue durée d'action. Alors, mais dans les lieux de causerie, parce que ça, c'est pendant qu'on rentre pendant le sommet, et maintenant dans nos lieux de causerie, dans tout ça, comment doit-on en tout cas se comporter? Exactement. Je pense que c'est également des éléments pour lesquels il faut que les uns et les autres puissent savoir. Premièrement, c'est travailler à ce que les lieux de causerie soient propres. Donc, il y a un assainissement autour. Voilà. Que les eaux stagnantes qui sont autour où les moustiques peuvent se développer soient éliminées. Voilà. Deuxièmement, c'est utiliser donc les anti-moustiques, soit en pommade, soit en vaporisateur pour porter des habits également couvrants pour éviter d'exposer le maximum du corps et à ces piqûres de moustiques là. Voilà, je pense que ces éléments peuvent vraiment faire de telle sorte qu'on puisse réduire l'exposition donc des populations aux piqûres de moustiques. D'accord. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des actions communautaires et des campagnes spéciales en dehors voilà, vous avez parlé de la distribution des moustiquaires. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui sont menées? Alors, prioritairement chez nous, nous avons 2 grosses campagnes pour la lutte contre le paludisme. Nous avons la distribution universelle des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, que nous appelons MILDA, qui sont faites tous les 3 ans. Et d'ailleurs, on a une campagne pour cette année 2025. Nous avons également les campagnes de distribution et de chimioprévention du paludisme saisonnier qui sont adressées aux enfants de 3 à 59 mois, réalisées également toutes les années. Et généralement, c'est à partir du mois de juin pour les tout premiers, juin, juillet, août, septembre, octobre, que nous réalisons donc ces campagnes-là. En dehors de ça, il y a des actions qui sont réalisées en termes d'assainissement, des actions d'envergure réalisées dans nos formations sanitaires en termes d'assainissement, donc du cadre de vie. Voilà, et ça, c'est des éléments également que nous pouvons compter comme actions majeures pour permettre la réduction du fardeau du paludisme. D'accord. Avant d'aborder les perspectives, alors vous avez parlé du paludisme peut-être maltraité. Alors, si on vous donne le traitement, vous ne finissez pas le traitement parce que vous vous sentez que vous vous portez bien. Alors, est-ce que il y a risque de chuter une nouvelle fois, et quand vous chutez, est-ce que ça ne peut pas être plus grave? Oui, le non-respect du traitement est un gros problème pour nous. Premièrement, parce que le malade qui ne termine pas son traitement peut faire effectivement une rechute. Puisque si le traitement est prescrit pour 3 jours, que vous le prenez pour 2 jours, ça veut dire que vous n'allez peut-être pas pouvoir éliminer tous les parasites qui sont dans votre organisme. Donc, vous avez le risque de refaire soit un paludisme simple ou bien de refaire même un paludisme grave. Et ça, c'est pas bon. Deuxièmement, il y a le risque de faire développer des résistances donc avec le médicament. Comme je l'ai dit, nous n'avons que quelques molécules pour lutter contre le paludisme. Si on laisse échapper ces molécules parce qu'on n'a pas pris correctement son traitement, ça peut être un gros problème pour nous, pour tous les pays. Donc, c'est de la responsabilité individuelle également de tout un chacun de prendre correctement le médicament pour ne pas être la cause pour laquelle on va avoir un médicament qui est résistant pour traiter le paludisme dans notre pays. D'accord. Merci, docteur. Quels sont les principaux défis dans la lutte contre le paludisme aujourd'hui au Burkina Faso? Alors,
Disons que par rapport aux défis, comme je l'ai dit en début, c'est comment faire pour réduire au maximum les cas de paludisme dans notre pays. Quand je parle entre 2021 à 2023, nous avons autour de entre 12 millions et 10 millions, en gros 2 millions, c'est pas assez substantiel. Alors que nous voulons éliminer le paludisme. Si on veut éliminer le paludisme, il faut qu'on puisse tirer au maximum les cas donc de paludisme vers le bas. Donc la réduction de l'incidence du paludisme est également un gros problème que nous avons. Nous avons également la réduction des décès donc liés au paludisme. Comme on le dit, on a toujours beaucoup de décès. Notre objectif, c'est de ramener le nombre de décès à pratiquement zéro dans notre pays. Mais pour le moment, on est toujours autour de 3 000, 4 000 décès. Et ça, c'est encore c'est énorme pour une maladie qui peut être évitée, une maladie qui peut être traitée. Alors, nous avons également d'autres défis en termes de disponibilité des intrants, donc pour pouvoir prendre en charge donc, les cas. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas beaucoup de ruptures dans la formation sanitaire, mais il est important qu'on puisse toujours avoir donc les intrants tels que les médicaments, les TDR, pour pouvoir diagnostiquer et traiter les cas de paludisme. Un autre élément assez important, c'est le traitement en milieu communautaire. Nous savons que le paludisme se traite en formation sanitaire, que ce soit public ou privé, mais l'autre élément que les populations ne savent pas, c'est qu'on peut traiter le paludisme en milieu communautaire avec les agents de santé à base communautaire qui sont formés, qui ont un certain nombre de médicaments et de TDR pour pouvoir traiter correctement le paludisme. Donc ils sont outillés et on peut avoir recours à eux dans les formations sanitaires où les villages sont reculés donc, du centre de santé. D'accord. Alors, docteur, quelles sont les perspectives ou innovations envisagées pour donc améliorer la prévention et le traitement du paludisme? Alors, en termes d'innovation, c'est surtout la vaccination que nous avons introduite en 2024 dans 27 districts sanitaires sur les 70. Donc, c'est la poursuite donc, de cette vaccination dans les autres districts. On espère que dans les mois ou années à venir, on pourra intégrer donc le reste des 70 districts dans la vaccination. Parce que c'est un des éléments également assez importants pour pouvoir lutter contre le paludisme. Voilà. Nous avons, en termes donc, de perspective également, la lutte anti-vectorielle, l'intensification de la lutte contre le vecteur, soit en tuant au maximum les larves donc, de moustiques, ou bien en s'attaquant plus aux vecteurs adultes eux-mêmes. Donc, ça, c'est que nous appelons donc soit la pulvérisation intradomiciliaire ou la pulvérisation spatiale, donc pour diminuer donc, au maximum les vecteurs de moustiques et permettre en tout cas d'assainir notre cadre de vie et permettre en tout cas de réduire les cas de paludisme dans notre contexte. D'accord, docteur. Vous savez que aujourd'hui il y a toujours des gens qui sont convaincus de certains points, certaines choses sur les comprimés qu'on donne aux enfants ou même le vaccin contre le paludisme. Et pour ces personnes, c'est des produits qui vont leur apporter d'autres problèmes, qui vont rendre les enfants malades, des vaccins qui ne sont pas bons. Alors, est-ce que vous pouvez rassurer ces personnes-là? Oui, il faut dire que l'un des moyens que nous avons pour lutter vraiment efficacement contre une maladie, c'est la vaccination. Vous vous rappelez que il y a des années, la rougeole était un gros problème. Mais avec la vaccination, de moins en moins, on constate des cas d'épidémie de rougeole. Et la vaccination contre le paludisme est également un moyen efficace pour pouvoir réduire de façon substantielle les cas de paludisme. Puisque avec le vaccin, l'organisme fabrique des soldats qui sont là et qui vont attendre la maladie et combattre. Donc ça va permettre de renforcer l'organisme et permettre de lutter de façon durable contre la maladie. Donc, et il faut se dire également que cette vaccination est sûre et efficace. Et il y a un ensemble d'acteurs qui sont autour
et qui s'assure que on ne puisse disponibiliser des vaccins qui soient sûrs, qui soient efficaces pour les populations. Donc, parce qu'il y a tout un ensemble de partenaires, l'Organisation mondiale de la santé, et même en interne au niveau du pays, on s'assure vraiment que les vaccins que nous laissons entrer donc, sont assez sûrs pour notre population. Et à l'issue de ça, on se fait également un suivi une fois que le vaccin est mis sur le terrain, donc de façon régulière pour s'assurer que ce qui a été mis au début reste toujours efficace et sûr pour la population. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'assez dangereux pour nos populations et au contraire, ça ne peut que protéger nos populations. Les médicaments également, c'est des médicaments qui sont assez éprouvés, qui ont fait l'objet d'une certaine validation avant que ça ne rentre. Donc, c'est des médicaments qui sont assez sûrs pour nos populations. Mais comme on le dit, tout médicament, il peut avoir des effets secondaires. Mais dès qu'on a ces effets secondaires, c'est de consulter au centre de santé le plus proche pour qu'on puisse traiter la personne. Sinon, c'est vraiment des médicaments et des vaccins qui sont sûrs donc, pour nos populations. D'accord. Docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, mais avant de vous laisser partir, nous allons vous demander votre mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est de rappeler donc les populations. Nous sommes à l'entrée de la saison des pluies. Il y a déjà même quelques pluies qui sont tombées par-ci et là. C'est de rappeler que c'est le moment de maximiser sur les moyens de protection, de prévention contre le paludisme. Dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action toutes les nuits et assainir son cadre, son milieu de vie, faire tout pour que les flaques d'eau, les retenues d'eau donc soient détruites donc à l'intérieur de la concession et autour de la concession, protéger au maximum donc les enfants en les faisant dormir sous moustiquaire, également les femmes enceintes, et vraiment accueillir dès le mois de juin ou le mois de juillet pour certains les agents de santé à base communautaire pour qu'ils puissent apporter un surplus de prévention contre le paludisme avec la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier plutôt chez les enfants de 3 à 59 mois. D'accord. Alors, merci, docteur. Voilà qui est bien dit pour finir cette émission. Je rappelle que nous avons reçu docteur Ousseini Ouedraogo, il est le chef du département prise en charge et prévention au secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. Merci à vous qui nous avez suivis et bonne suite des programmes sur les antennes du groupe média Al Houda.